L'avancement de la technologie au fil des années, en particulier dans le domaine militaire, a renforcé la réputation des États-Unis comme l'un des pays les plus redoutés au monde. Bien que leur puissance militaire en pleine expansion ne soit pas exagérée, il reste un mystère de voir comment ils ont encore des adversaires qui essaient de défier les probabilités, en particulier le cartel mexicain, qui a récemment tenté d'attaquer l'un des plus grands atouts militaires de l'Amérique, le porte-avions. Comment cela s'est-il terminé pour eux? Y avait-il un complot plus sinistre derrière cette attaque? Rejoignez-nous alors que nous discutons du regret du cartel après avoir tenté de frapper un porte-avions des États-Unis. Alors que les États-Unis se sont toujours distingués comme un champion incontesté de la guerre moderne, y compris le combat aérien, terrestre et naval, le cartel mexicain a conservé sa réputation comme l'un des gangs les plus notoires et intrépides au monde, avec des assassinats confirmés, des exécutions et une sauvagerie au-delà de la compréhension humaine dans tout leur dossier mondial ensanglanté. Pour donner un peu de contexte, en 2023, une vidéo a émergé montrant apparemment des éléments du cartel de Sinaloa terrorisant les rues du Mexique, en particulier dans la ville de Culiacán. Les rapports ont révélé qu'ils étaient armés jusqu'aux dents, presque comme une petite milice détachée d'une force d'élite semblable au Delta Force. Par conséquent, Culiacán a été transformé en zone de guerre à la suite de l'arrestation d'Ovidio Guzmán López, l'un des fils de l'ancien chef du cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, qui serait désormais l'un des principaux dirigeants de l'organisation. Quel est donc le rôle des États-Unis dans les affaires mexicaines? La notoriété des cartels mexicains semble les avoir aidés à prendre le contrôle de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, où ils fabriquent des substances illicites dangereuses à partir de produits chimiques prétendument importés des régions Indo-Pacifiques, en particulier de Chine. Alors que les laboratoires au Mexique produisaient cette quantité illimitée de fentanyl, ils avaient besoin d'une base de clients à approvisionner, et ils ont choisi les États-Unis, dont les frontières étaient déjà compromises, et qu'ils continuaient à maintenir sous leur emprise avec une milice lourdement armée du cartel. Même si l'administration Biden-Harris a déclaré une guerre contre l'abus de substances, ces efforts ont été continuellement frustrés, car les cartels tenaient déjà la frontière États-Unis-Mexique sous leur contrôle et continuaient de vendre leurs substances fabriquées illégalement aux États-Unis. Le fentanyl et les opioïdes synthétiques produits en laboratoire alimentaient constamment une crise de surdose aux États-Unis à un niveau que le pays n'avait jamais connu auparavant. Ce qui n'est pas peu dire, sachant qu'ils avaient autrefois dû faire face au trafic régulier de substances orchestré par Don Pablo Escobar vers Miami au début des années 2000. Voyant les attaques continues contre les citoyens et habitants des États-Unis, le président Biden a décidé de prendre un vol de nuit vers la frontière sud, afin de voir de ses propres yeux l'ampleur des dégâts. Il fut évidemment horrifié par ce qu'il vit et exprima clairement son désir de protéger les États de l'emprise du cartel. Alors que de nombreux pays ou adversaires prendraient un avertissement du leader du monde libre très au sérieux et envisageraient peut-être même la reddition, les cartels avaient d'autres plans. À la suite de la visite du président des États-Unis, qui a conduit à l'arrestation d'Ovidio, le cartel a attaqué le Mexique de plein fouet avec sa milice, dans un affrontement avec l'armée et la marine mexicaine, une forme de terrorisme domestique, pour ainsi dire. Dans les séquences filmées, la milice du cartel a ouvert le feu sur les forces mexicaines, tirant avec des fusils antimatériels, barrettes calibre 50 et d'autres armes légères sur des aéronefs non visibles. Cependant, alors que le conflit interne se poursuivait, la marine mexicaine aurait acquis des nacelles de tir FN Herstal HMP 250, contenant chacune une mitrailleuse M3P calibre 50, à utiliser avec leur T6C+S. Les rapports suggèrent que cette mini-guerre à Culiacán n'a eu lieu que suite à l'annonce du transfert d'Ovidio vers un centre pénitentiaire de haute sécurité à Mexico, à environ 650 milles de Culiacán, où ils espéraient le libérer de force des mains de l'armée mexicaine. La milice du cartel de Sinaloa, armée de fusils et de mitrailleuses montées sur des camions blindés de fortune, a érigé des barrages routiers le long de l'autoroute de Sinaloa,
tentant de reprendre Ovidio par la force des mains de l'armée, espérant une répétition de l'arrestation échouée de 2019. Cependant, cette fois-ci, ils ont échoué. Et après son transfert à la prison d'Altiplano à Mexico le 5 janvier 2023, où il a passé 7 mois entiers de sa vie, il a été extradé avec succès vers les États-Unis, où il fait face à de multiples chefs d'accusation liés à des crimes de stupéfiants. Bien que cette perte ait blessé la fierté et l'image du cartel de Sinaloa, ils n'étaient pas les seuls à ressentir cette douleur et cette colère, dirigée exclusivement contre les États-Unis. Il n'a pas fallu longtemps avant que des rumeurs d'invasion ne fassent surface dans les médias, avec des promesses implicites d'un affrontement imminent avec l'armée américaine. Une armée réputée pour son taux de réussite élevé en temps de guerre et pour avoir été pionnière dans certaines armes de destruction massive. Bien que cette nouvelle ait circulé, elle n'a guère été prise au sérieux, car personne ne pouvait croire qu'une organisation obscure de trafiquants de drogue et de personnes oserait affronter les États-Unis seuls. Mais cette fois-ci, c'était différent. Il ne s'agissait plus simplement d'un itinéraire pour écouler leur fentanyl et leurs opioïdes, ni même de libérer Ovidio. Il s'agissait de fierté et d'ego, non seulement pour le cartel de Sinaloa, mais pour tous les autres cartels du Mexique, dont des membres ont été extradés vers le système carcéral des États-Unis. Des sources et espions placés au Mexique ont rapporté la préparation d'une attaque coordonnée contre les États-Unis par une combinaison de cartels mexicains, avec le cartel de Sinaloa en première ligne, encore enragé par l'effort de l'armée et de la marine mexicaine pour emmener Ovidio. Il n'a pas fallu longtemps avant que des discussions de renseignement commencent à circuler sur le terrain et sur le dark web concernant un complot plus sinistre que tout ce que l'on aurait pu imaginer, visant les porte-avions des États-Unis, l'une des plus grandes inventions de l'Amérique. Souvent décrits uniquement comme des navires de guerre, les porte-avions sont bien plus que cela. Les porte-avions sont des navires de guerre polyvalents qui servent de base aérienne, un endroit où les jets sont stationnés, pour les avions embarqués. Ils transportent des avions de chasse, des missiles assez puissants pour anéantir un pays, des avions de surveillance et de contre-surveillance, et bien plus encore. Ainsi, cela semblait davantage une mission suicide pour un pays de s'attaquer à un porte-avions des États-Unis, sans parler d'un groupe de miliciens détachés issus d'un gang de voleurs, une bande de consommateurs de substances qui n'ont pour seule motivation que leur orgueil et leur ego. Pourtant, le concept a totalement séduit le cartel de Sinaloa et ses complices. Les alarmes se sont déclenchées, plaçant les États-Unis en état d'alerte maximale avec une question persistante. Pourquoi un cartel penserait-il avoir quelque chose à gagner en affrontant de front toute la puissance navale des États-Unis? Bien qu'aucune date précise n'ait été projetée pour cette attaque à venir, la marine des États-Unis s'est préparée à la guerre, préparant ses porte-avions à une éventuelle destruction d'une flotte de cartels mexicains prêts à les défier en pleine mer. Mais pourquoi les porte-avions sont-ils si redoutés? La nécessité a toujours été un facteur essentiel dans la création de certaines des plus grandes inventions. Pour l'armée, cette nécessité est presque toujours la guerre, que ce soit à cause d'une relation diplomatique brisée ou d'un simple désir d'annexer une partie entière d'un autre État souverain. Quant aux porte-avions, l'un des tout premiers jamais construits aux États-Unis fut l'USS CV-6. Pendant la Première Guerre mondiale, les stratèges navals ont compris que les jours où l'on comptait sur les cuirassés pour gagner la guerre étaient comptés, alors que les conflits s'étendaient à des zones plus dynamiques, et les États-Unis ne pouvaient pas se permettre d'être laissés pour compte. Si la Première Guerre mondiale a prouvé quelque chose sur la guerre navale et les cuirassés, c'est leur vulnérabilité en eau libre sans appui aérien, les transformant en cibles faciles, attendant d'être attaquées par les forces ennemies. Il était donc essentiel de trouver une solution. Ainsi, à l'approche des années 1930, les États-Unis ont finalement créé l'un des premiers porte-avions, l'USS Enterprise CV-6. Il s'agissait du 7e navire de la marine américaine à porter ce nom. Comme une sorte de blague interne, on l'appelait souvent « The Big E ». Il est devenu le 6e porte-avions construit spécifiquement pour la marine des États-Unis et le 2e de la classe Yorktown. L'importance croissante des porte-avions
est devenue plus évidente pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment lors de la bataille de Pearl Harbor contre le Japon, qui avait alors attaqué les États-Unis. L'Enterprise venait d'être déployée en mission vers l'île de Wake, au nord du Pacifique, et son retour était prévu pour le 6 décembre 1981. Cependant, des retards dus au mauvais temps l'ont contraint à rester en mer, à environ 215 milles nautiques à l'ouest d'Oahu, lorsque les forces japonaises ont attaqué. Bien qu'il n'ait pas été présent à Pearl Harbor, il a immédiatement déployé des avions de reconnaissance et d'attaque, devenant ainsi le premier porte-avions à répondre à la menace de l'assaut japonais. Compte tenu de son efficacité durant l'attaque de Pearl Harbor, il fut aussitôt promu au rang de porte-avions d'attaque principal et déployé comme une super-arme, bien avant que ce terme n'existe. Cependant, au fil des années, des améliorations ont été apportées à ces porte-avions et de nouveaux modèles ont été créés, des modèles plus adaptés aux derniers avions de chasse embarqués, unifiant la force aérienne et la marine des États-Unis. Par exemple, l'USS Harry S. Truman, un super porte-avions à propulsion nucléaire qui opère dans le cadre d'un groupe d'attaque de porte-avions, souvent appelé CSG, a été construit comme le 8e porte-avions de classe Nimitz de la marine des États-Unis et porte le nom du 33e président des États-Unis, Harry S. Truman. Il est basé à la station navale de Norfolk, en Virginie. Cette immense bête marine a été lancée le 7 septembre 1996 par Newport News et mise en service le 25 juillet 1998, sous le commandement du capitaine Thomas Otterbein. À peine le porte-avions était-il opérationnel que les États-Unis l'ont intégré à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord dans leur flotte, pour être discrètement déployé lors d'opérations telles que l'opération Joint Endeavour et l'opération Deny Flight, une mission de l'OTAN commencée le 12 avril 1993 pour faire respecter une zone d'exclusion aérienne des Nations Unies au-dessus de la Bosnie-Herzégovine. Bien qu'il soit devenu un élément important de la flotte de la marine américaine au début des années 2000, remplissant principalement des fonctions de surveillance et de soutien lors d'opérations militaires cruciales, l'année 2016 a exigé un rôle différent, et le Harry S. Truman était prêt. Sa réputation l'avait déjà établi comme l'un des leaders des groupes d'attaque de porte-avions de la marine. Il n'était donc pas surprenant qu'il ait été sélectionné comme l'un des groupes d'attaque déployés contre l'EAIL, le groupe djihadiste salafiste transnational du bassin méditerranéen oriental, dans le cadre de l'opération Inherent Resolve. Contrairement à l'USS Enterprise CV-6, l'USS Harry S. Truman est une bête totalement différente. On dirait presque quelque chose sorti de l'imagination, comme d'un film Marvel ou de Disney lorsqu'il se surpasse. Ce monstre maritime a été conçu pour mesurer exactement 1092 pieds de long et environ 257 pieds de large, tout en ayant la hauteur d'un immeuble de 24 étages, culminant à un impressionnant 240 pieds. Il a été construit pour inspirer la peur immédiatement dans le cœur de l'adversaire, rien qu'en le regardant. Le super porte-avions a été conçu avec cette longueur pour accueillir un peu plus de 90 avions embarqués, tout en utilisant 4 ascenseurs pour parcourir sa structure haute de 24 pieds. Alors que la puissance et la taille sont des thèmes récurrents chez la plupart des porte-avions, le Harry S. Truman utilise 2 réacteurs nucléaires Westinghouse A4W pour sa propulsion, ce qui signifie qu'il peut parcourir encore plus de kilomètres sans avoir besoin de se ravitailler, même s'il avance sans relâche à une vitesse de 56 km/h, avec des distinctions comme la Coupe Battenberg en 2003 pour appuyer sa reconnaissance internationale. Ayant été déployé comme avertissement aux cellules terroristes et aux armées bien entraînées de nombreux pays, et opérant comme navire amiral depuis 2014, peu de gens pensaient qu'une coalition rapportée de quelques cartels mexicains et de leurs milices armées oserait s'attaquer à une telle bête marine qui serait équipée de suffisamment de puissance aérienne pour réduire en cendres une grande partie de n'importe quel pays. Cependant, s'il y avait bien une chose que possédaient les chefs de cartel alors que tout leur échappait, c'était leur fierté, surtout quand l'un des leurs était capturé. Et cette fois, ils étaient pleinement décidés à ne pas seulement défier la loi,
mais à démolir la structure aérienne et navale des États-Unis, si souvent louée et redoutée. Les années passèrent, et rien ne semblait se produire, ce qui alimenta des spéculations sur la possibilité que les chefs de cartel mexicains aient finalement renoncé et choisi de clore l'affaire comme une conclusion étrangère. Cependant, le 15 mars, des sources proches des États-Unis révélèrent une attaque rapportée contre le groupe aéronaval du porte-avions USS Harry S. Truman, alors qu'il était entouré du croiseur USS Gettysburg, du destroyer USS Stout, du destroyer USS Jason Denham et du destroyer USS Sullivan. Dans un groupe aéronaval de la marine, le navire amiral abrite l'amiral, qui travaille dans le centre de commandement du groupe d'attaque, toujours situé sur le navire amiral, ou vaisseau-mère, comme certains l'appellent. Cependant, avant que le navire amiral ne soit impliqué dans un échange de tirs ou activé en réponse à une menace, un croiseur ou l'un des destroyers environnants est d'abord envoyé pour contrer la situation. Pensez-y comme à une formation de combat sur un échiquier où le porte-avions est la reine. Une pièce toute puissante et essentielle, mais d'abord protégée au cœur de la bataille par les tours et les cavaliers, qui sont capables de se déplacer dans toutes les directions pour défendre la reine et la partie dans son ensemble, faisant d'eux la première ligne de défense. Un croiseur est un type spécifique de navire de guerre, le plus grand après le porte-avions dans un groupe d'attaque. Ils remplissent 3 fonctions principales: recherche et destruction. Une stratégie militaire où des forces sont insérées en territoire hostile pour localiser et éliminer des cibles ennemies avant de se retirer rapidement. Escorte maritime et déni de mer. La stratégie du déni de mer est ancienne, mais elle a fait son retour dans le renseignement militaire. Elle consiste à interdire aux ennemis tout accès à une zone maritime donnée. Bien qu'elle n'assure pas un contrôle total des mers aux dénieurs, elle garantit une chose: le navire de contrôle ne peut pas être attaqué. Immédiatement, le porte-avions et le croiseur, tous deux dotés du système Aegis, détectèrent une interférence via leur système de surveillance et se préparèrent immédiatement à la guerre, activant les destroyers en cours de route. Les destroyers sont une bête totalement différente comparée aux autres navires de guerre du groupe. Bien qu'ils soient plus petits que le porte-avions et le croiseur, ils sont dotés d'une charge utile dévastatrice, capable de frapper violemment une flotte ennemie en mer, sur terre ou dans les airs. Bien qu'un navire amiral ne dispose que d'un seul croiseur, il peut compter sur plusieurs destroyers, qui servent de première ligne de défense du porte-avions. Les destroyers qui entourent le groupe sont équipés du système de défense Aegis, qui comprend principalement un puissant radar, capable de balayer une zone immense et d'attendre un retour d'onde sur chaque objet volant dans les airs ou sur la mer, ce qui lui permet de se faire une image complète de son environnement et de déterminer la réponse appropriée. En plus de leur technologie de surveillance et de radar, les destroyers possèdent une puissante charge d'armement, capable d'anéantir des combattants ennemis, aussi bien sur terre qu'en mer. Pour contextualiser, ils disposent de missiles standards utilisés contre des cibles terrestres et aériennes. Bien que ces missiles standards soient capables de causer d'importants dégâts et puissent pratiquement neutraliser une menace à la sécurité nationale, ils ne sont en rien comparables aux missiles Tomahawk, capables de frappes à longue portée infligeant des dommages massifs aux cibles terrestres et aériennes. Cependant, le Tomahawk n'est même pas l'arme la plus puissante à bord, chaque destroyer disposant également de systèmes d'attaque comme une batterie de 2 systèmes de canons avancés appelés AGS, qui tirent des projectiles d'attaque terrestre à longue portée atteignant jusqu'à 63 milles nautiques, offrant une couverture 3 fois plus grande pour les tirs navals de surface. Mais l'atout principal des destroyers reste leur conception polyvalente qui leur permet d'assurer des rôles variés: défense aérienne, guerre anti-surface, guerre anti-sous-marine et opérations de frappe. Selon les rapports, le cartel mexicain observant le porte-avions entouré de 3 destroyers et d'un croiseur, tous capables de détruire leur milice en une seule attaque, ne s'est pas immédiatement résolu à se rendre. Au contraire, il continuait à planifier une attaque contre la flotte. Cependant, après avoir été repéré par les navires de guerre américains, un missile fut lancé contre une des positions du cartel, la réduisant en miettes.
Voir cela se produire en temps réel provoqua une retraite sans précédent, avec des promesses rapportées d'un possible retour après cet échec cuisant. Reste à voir si le cartel reviendra réellement pour affronter toute la puissance des destroyers et des croiseurs des États-Unis, après ce qui semble n'avoir été qu'un tir d'avertissement. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À tout de suite.